Maintenant, nous allons passer à la table ronde. Donc, j'invite Martial Lou à me rejoindre sur scène. Merci d'applaudir Martial. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour ce gala. Je vais commencer cette soirée, avant d'accueillir nos invités, par vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anaïs Bouissou. Elle est journaliste au service économie chez moi, à RTL. Et il y a quelques mois, on lui a confié la mission de passer son CACES et de trouver un CDI dans un entrepôt de supply chain. Elle a passé son CACES et elle a passé une quinzaine de jours dans un entrepôt Leroy Merlin. Je ne sais pas s'il y a des représentants de Leroy Merlin qui sont là. Et c'était très intéressant parce que l'idée, évidemment, de ce reportage qui a duré pendant une semaine et que vous pouvez retrouver sur le site d'ailleurs d'RTL, c'était non seulement de montrer ce que c'est le quotidien, évidemment, de la vie dans ces entrepôts, mais aussi de montrer l'humanité qui s'en dégage, la fraternité entre les différentes personnes qui y travaillent et la fierté aussi du métier et de ces gens qui font parfois un job qu'on voit comme un peu subalterne depuis nos fenêtres, ici par exemple dans le 8e arrondissement à Paris. Donc on va parler de tout ça en fait, entre autres, ce soir, avec mes invités, puisque l'économie aujourd'hui, on s'en est rendu compte après le Covid, et vous le savez encore mieux que moi, ne peut plus se passer de cette activité logistique. J'ai regardé avant de venir vous retrouver que c'est 1,8 million d'emplois dans les entrepôts, et j'ai regardé sur le site Pôle emploi, 86 000 postes à pourvoir en ce moment. Donc évidemment que grâce au Covid, ou en raison du Covid, il y a eu un boom extraordinaire du e-commerce, plus 30% des ventes, et 15% maintenant du commerce de détail. Et donc, évidemment, il faut répondre à tout ça. Mais ça pose d'autres questions. Et c'est de ça dont on va parler. Une nouvelle économie, une nouvelle classe ouvrière, une nouvelle occupation de l'espace industriel dans notre pays et de nouvelles attentes, parfois d'ailleurs un peu contradictoires, entre les préoccupations environnementales et puis la consommation irraisonnée de l'ensemble des consommateurs. On va évoquer tout cela et je vous demande de les accueillir avec mes invités. Sur cette scène vont me rejoindre et passer une demi-heure avec nous, un peu plus, Jérôme Fourquet, qui est directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP. Bonsoir Jérôme, je vous laisse prendre un micro et vous installer. Co-auteur d'un livre que je vous recommande chaudement, La France sous nos yeux au seuil. Luc Ferry, qui est bien sûr philosophe, auteur, ancien ministre de l'Éducation nationale, il est avec nous également. Bonsoir Luc, je vous laisse vous installer. Et Vincent Gufflet, qui est directeur services et opérations et membre du COMEX de Fnac Darty. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous les trois. Je vous laisse prendre vos micros, comme ça vous serez prêts à réagir. On va commencer avec vous, Jérôme, par évoquer un peu cette nouvelle géographie. Il y a beaucoup de lumière, oui. Oui, j'ai l'impression d'être au commissariat, là. On va faire quelque chose, là. Si vous pouvez baisser un peu, ce serait... Il y en a un, effectivement, qui est particulièrement fort. Jérôme Fourquet, vous décrivez, vous, très bien la France des entrepôts, en fait, dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure. Et quand on vous lit, on comprend que les entrepôts, quelque part, ont remplacé les usines aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est un des changements majeurs de notre économie de ces 30 ou 40 dernières années. C'est qu'on est passé d'une économie qui était organisée autour de la production, encore au début des années 80, l'industrie, l'agriculture, la pêche sur nos littoraux, à une économie qui tourne aujourd'hui essentiellement autour de la consommation, du résidentiel, du tourisme. Et derrière tout ça, notamment derrière la consommation, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle en bon français le back-office, ce que vous représentez, c'est-à-dire le secteur de la logistique. Des chercheurs qui travaillent sur ces sujets ont eu des belles formules en disant que les ouvriers n'avaient pas disparu en France, sauf qu'avant ils fabriquaient des objets, aujourd'hui ils les déplacent, ou ils les portent. Et tout ça se voit également dans nos paysages. L'entrepôt a remplacé le site de production. Le camion a remplacé le rail, puisque le ferroviaire, c'était l'artère, le réseau artériel qui irriguait l'économie industrielle. Aujourd'hui, dans une économie de la logistique, vous connaissez ça par cœur, avec des standards à J+1, c'est le camion qui s'est imposé. Vous avez aujourd'hui en France 400 000 chauffeurs routiers.
Il reste 380 000 agriculteurs. Donc dans cette France d'après, on a plus de chauffeurs poids lourds que d'agriculteurs. Et on compte aussi 4500 entrepôts et plateformes logistiques de plus de 5000 m2 qui, dans un processus un peu schumpeterien, pour faire savant, eh bien, il y a un processus de destruction-création. Beaucoup de ces entrepôts logistiques ont été installés sur d'anciennes implantations industrielles. Je pense notamment à la vallée de la Seine, qui est un endroit très important, puisque on peut faire venir les produits d'ailleurs via la fenêtre qui est le Havre, pour desservir notre grand bassin de consommation qui est la région parisienne. Et donc cette vallée de la Seine, qui historiquement avait une vocation industrielle, aujourd'hui c'est dans beaucoup d'endroits métamorphosé avec le surgissement de ces entrepôts et de ces plateformes. Ces entrepôts et ces plateformes, donc, eh bien, on redéfinit à la fois en partie les classes sociales, les paysages, et vous voyez que dans la crise des Gilets jaunes, il y a eu un objet qui était emblématique de cette crise des Gilets jaunes, qui est un objet que vous connaissez par cœur, qui est la palette. La palette, pour moi, c'est le symbole de la logistique. Eh bien, la palette, les Gilets jaunes, dont beaucoup travaillaient dans ce secteur de la logistique, la palette a servi à construire les cabanes, à se chauffer et à faire les barrages. Et donc, on a aussi une espèce d'hommage dans cette crise des Gilets jaunes au poids occupé aujourd'hui par le secteur de la logistique, qui est un secteur absolument central et majeur, et qui fait partie de cette nouvelle économie française où on ne produit plus grand-chose, mais on consomme énormément. Il faut distribuer, acheminer, stocker, distribuer ces marchandises. Vincent Gufflet, vous avez le sentiment que dans ces entrepôts, on engage, on embauche finalement, comme le disait Jérôme Fourquet à l'instant, les ouvriers d'hier, ceux qui étaient notamment dans certains bassins comme les Hauts-de-France, dans les mines, puis dans les usines de fabrication automobile par exemple, et aujourd'hui dans les entrepôts? Probablement. Je pense qu'il y a enfin bon, je pense qu'on le sait tous, hein, il y a un besoin clairement en effectif, en personnes, en travail qui est extrêmement fort, sur les métiers qui sont d'ailleurs de plus en plus qualifiés. Je pense que peut-être la comparaison avec l'usine est intéressante, c'est qu'il y a dans un entrepôt, et on le sait, hein, il y a à la fois des emplois qui sont les premiers emplois non qualifiés, et puis d'autres qui le sont beaucoup plus. Donc ça, je pense que ça, c'est un point commun. L'autre point commun peut-être, c'est on retrouve quand même une forme de, d'élévation sociale au sein des unités, un peu comme, je pense, une usine, c'est-à-dire vous commencez comme ouvrier à la chaîne, puis vous élevez, et ça on le retrouve, je pense, de plus en plus dans nos activités de supply, de logistique. Donc pour ça, je pense effectivement c'est assez proche. Luc Ferry, on le disait, on a des consommateurs, une société de consommation aujourd'hui qui détermine aussi les métiers qu'on met de l'autre côté, presque des métiers qu'on veut pas forcément voir, hein, j'ai envie de dire parfois, lorsqu'on clique sur son ordinateur pour faire une commande et être livré en 10 minutes ou en une journée. Il y a cette société qui s'est redessinée autour du service et des entrepôts et de la consommation, oui. Oui, en fait, c'est d'ailleurs... Vous parliez du fait que le nombre d'agriculteurs a diminué considérablement. Dans mon enfance, moi je suis né en 51, hélas, il y avait 6 millions de paysans en France. Ils sont 380 000 aujourd'hui. On a vécu un monde de déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles au XXe siècle comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Quel rapport avec la consommation? Très important. Je ne veux pas employer des gros mots de philosophie, mais Marcus parlait de désublimation répressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon pour le jargon, mais je l'explique. L'idée est la suivante, c'est que plus vous avez des valeurs morales et spirituelles fortes, des valeurs traditionnelles dans la tête et dans le cœur, moins vous éprouvez le besoin d'aller consommer. Au fond, la sublimation, c'est-à-dire les valeurs traditionnelles, religieuses en particulier, mais aussi culturelles, artistiques, ça freine la consommation. Il fallait que ces valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nous, et surtout nos enfants, nous puissions entrer dans l'ère de la consommation de masse. Et donc, c'est ce que Marcuse appelle la désublimation répressive. Pourquoi répressive? Parce qu'on a livré, en quelque sorte, nous et surtout nos enfants, à cet univers capitaliste de la consommation. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1. Il avait dit, finalement, mon métier, ça consiste à accorder aux chefs d'entreprise des temps de location de cerveau vide.
Et ça avait fait scandale, mais c'était en grande partie la vérité, surtout à l'époque. Bon. Et donc, voilà, on a cette histoire de la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles qui était indispensable pour que nous puissions entrer dans l'ère de l'hyperconsommation. On a déconstruit la figuration en peinture avec Picasso et Kandinsky, on a déconstruit la tonalité en musique avec l'école de Vienne, avec Schoenberg, puis on a déconstruit les règles traditionnelles du roman avec le nouveau roman, les règles traditionnelles du théâtre avec Béjart, avec Ionesco, les règles traditionnelles même du cinéma avec Godard. On a voulu en 68 déconstruire les vieilles morales traditionnelles, la morale bourgeoise, que ces visions morales du monde fussent d'ailleurs religieuses ou républicaines et laïques. Et donc on a eu un siècle de déconstruction comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et si on lit Schumpeter, on comprend que dans ce monde de l'innovation permanente, de la rupture avec la tradition, il fallait déconstruire ces valeurs traditionnelles pour que, encore une fois, nous puissions entrer dans l'ère de la consommation de masse. C'est ça qu'on a vécu. Mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue, elle avait comme sœur Emmanuelle, qui était ma meilleure amie, elle avait 2 robes, une pour la semaine et une pour le dimanche. Et si elle voyait un grand centre commercial d'aujourd'hui, elle trouverait ça dégoulinant d'obscénité et d'inutilité. Mais c'est pas un regard critique que je porte, c'est juste pour dire ce qui s'est passé. C'est pas un jugement moral. Hein, moi, je consomme comme tout le monde. Mais encore une fois, je pense que cette histoire est à nul autre pareil et que la fin des paysans est très représentative de cette histoire du XXe siècle. Jérôme Fourquet, ça rejoint ce qu'on se disait en préparant cette table ronde aussi, c'est qu'il y a ces 2 surmois, et ça fait le lien avec le thème de cette table ronde, à savoir les nouvelles attentes des consommateurs et comment on s'y adapte. Il y a 2 surmois qui ont disparu, notamment chez les jeunes aujourd'hui, consommateurs de ces applications et de ces services très rapides, ultra rapides de livraison. Surmoi catholique et surmoi communiste ou socialiste en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, on va revenir à la logistique et à la consommation, vous inquiétez pas. Mais oui, mais les 2 mondes se participent. Mais si on reprend juste la période pour raconter ce qui s'est passé depuis les années 60, en fait, c'est pour moi l'avènement de cette économie de la logistique, c'est l'avènement d'un nouveau monde, ce qu'on appelle nous la France d'après. Si on prend la France du début des années 60, c'est un peu les films de Don Camillo et Pépone. Vous voyez, moi je travaille à l'IFOP et donc à l'époque, quand l'IFOP interroge les Français en 1960, 35% disent « je vais à la messe tous les dimanches » et l'item est formulé « tous les dimanches ou plus ». Et puis de l'autre côté, on en a 20% qui votent communistes à chaque élection. Alors il n'y a pas de double compte en général, hein, parce que ceux qui étaient communistes, ils n'allaient pas à la messe. Et donc vous avez 55% de la population qui était sur ces 2 grands silos. Et donc vous avez vu les résultats de la dernière élection présidentielle, le Parti communiste un peu relooké avec son candidat a fait 2,5% des voix, et on a 3 ou 4% de Français qui vont à la messe aujourd'hui. Donc on est passé de 50, 55 à 3 ou à 4 ou 5%. Divisé par 10. Et donc il y a un grand historien qui s'appelle Jean-François Sirinelli qui disait jusque dans les années 60, on a vécu dans des sociétés de bonheur différé. C'est-à-dire, on était communiste, on croyait à la révolution et au lendemain qui chante. On était catholique, on était chrétien, on croyait au paradis. Et puis, on était dans une société qui était encore d'émanation rurale et agricole. Et donc, on savait que pour récolter, il avait fallu semer à l'avance. Tout ça a sauté. Et aujourd'hui, on est dans la société du bonheur immédiat. C'est plus le bonheur différé, c'est ici et maintenant. Et la logistique est là aussi, avec le J+1, la livraison en 10 minutes, pour accéder et accélérer encore ses désirs, etc. etc. On s'interroge beaucoup, par exemple, sur le développement de la livraison à domicile, notamment... Les dark stores. Alors, notamment en matière alimentaire. Donc, je voulais regarder où on en était aujourd'hui dans la population française. Vous avez 50% de la population qui se fait livrer au moins plusieurs fois par an à manger à la maison. Et ceux qui se le font livrer plusieurs fois par mois, c'est 1/4 de la population. Quand vous prenez les moins de 35 ans, c'est 50% d'entre eux qui se font livrer plusieurs fois par mois à manger chez eux. Ce qui aurait été totalement impensable et inenvisageable il y a encore 40 ou 50 ans. Et c'est là où, on disait en préparant cette séquence, on avait parlé de ces 2 surmois. Il y a 40 ou 50 ans, quelqu'un qui était d'obédience catholique disait quand même commander à manger à une heure un peu indue, faire grimper 5 étages à quelqu'un qui va être payé 1,50 € pour monter.
celui qui me regarde là-haut va dire que c'est quand même pas très terrible, quoi. Hein. Et puis, si on était communiste, c'était quand même, on exploitait le camarade, donc ça se faisait pas non plus. L'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Donc tout ça a sauté, et donc on est aujourd'hui dans cette nouvelle culture, ce nouvel imaginaire, et on a toute une machinerie économique qui s'est mise en place. On parlait de M. Lelay qui disait « je vends du temps de cerveau disponible ». Jeff Bezos, il est dans nos cerveaux. Il sait exactement comment on fonctionne. Et donc, on a tout ça qui s'est mis en place. Alors, est-ce que c'est grave? Chacun jugera. Ce qui est sûr, c'est que c'est très différent d'avant. Et qu'encore une fois, quand on étudie la logistique, eh bien, c'est un très bon poste d'observation pour prendre conscience de toutes ces transformations et des transformations qui sont qu'à leur balbutiement, puisque on innove sans cesse et que les innovations technologiques permettent de raccourcir les temps de livraison, de proposer de nouveaux services. On n'aurait pas imaginé, il y a encore 15 ans, qu'on ait une palette aussi large de produits et services à livraison à domicile. On va parler évidemment robotique dans les entrepôts, intelligence artificielle et puis et tout ce qui est plateforme qu'on utilise et applications. Mais justement, on va revenir dans l'entrepôt, Vincent. Quand on écoute Jérôme et Luc, on voit bien que la variable, le maître du jeu, c'est le temps aujourd'hui. Pour la logistique, c'est toujours plus vite. C'est-à-dire, c'est la capacité à répondre à une commande dans un temps record. Comment est-ce qu'on traduit ça sans pressuriser la chaîne logistique et les personnes qui y travaillent ? Ouais. Alors c'est vrai, mais juste avant de vous répondre, je vais quand même, si vous me permettez, juste rebondir un tout petit peu sur la partie des comportements, on va dire, des Français, des Françaises et en particulier des consommateurs. Je pense que quand même ce qu'on voit au contact je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, au contact des consommateurs un peu de manière quotidienne, c'est quand même qu'il s'est passé des choses depuis quelques années qui ne viennent pas s'opposer à ce que vous avez dit, hein, mais simplement peut-être le nuancer. Moi, je dirais que si on se résume, il y a quand même un majeur, ce qu'on a vécu depuis 3-4 ans, et les conséquences que ça peut avoir sur la psychologie des personnes, je pense qu'il y a assez majeur, et des clients particuliers, ne serait-ce que pour dire qu'en fait, il y a eu un espèce de retour vers la maison qui a été quand même extrêmement fort, à tout point de vue, et qui a changé une partie des comportements. Un peu contraint. Oui, mais pas que. Avec le non, mais pas que. oui. Ouais, contraint, mais pas que, parce qu'il y a aussi une dimension aussi retour vers soi, ce que en bon français on appelle le nesting. Bon. Et puis il y a eu quand même depuis 3-4 ans, 5 ans peut-être, la dimension durabilité, écologique qui est montée. Enfin, nous on voit monter extrêmement fort chez une partie des consommateurs, parce que je vous apprendrai pas que il y a probablement au moins 25% des Français qui eux soit n'y croient pas, soit pensent qu'ils en ont à peu près rien à faire. Mais c'est pas le cas des autres. Et au-delà de cette notion de segmentation, il y a ce besoin, ce critère qui fait que il y a des sentiments de rejet qui sont assez forts. Hein. Moi, je suis quand même assez frappé de voir les retours consommateurs de nos clients quand on leur envoie des colis qui sont pas assez remplis, qui sont trop larges, qui sont où il y a trop de papier. Enfin, c'est quand même assez frappant. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça, je pense qu'il faut pas le négliger. C'est quelque chose qui monte beaucoup. Ça veut dire que vous avez des outils aujourd'hui qui permettent de concentrer des livraisons chez la même personne, parce que c'est vrai qu'on a tous eu l'expérience d'avoir 3 paquets Amazon, si on les cite, ou Fnac Darty peut-être, sur 3 commandes différentes qui arrivent à la même adresse. Est-ce que vous êtes capable du coup de répondre à cette demande effectivement légitime du public et des clients? Tout à fait. D'ailleurs, je pense que le multiproduit, c'est une des challenges les plus importants d'une solution d'e-commerce. Mais il n'y a pas que ça. Des machines qui font que vous transportez pas du vide, par exemple, et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'il y a quand même on sent quand même une évolution vers une société qui est un tout petit peu moins, comment dire ça, un peu moins cynique peut-être, ou un tout petit peu moins désespérante que ce qu'on peut éventuellement comprendre. Donc, et alors effectivement, ça veut dire aussi que c'est à nous, côté offre, si je puis dire, c'est-à-dire les pourvoyeurs de solutions, de donner aux consommateurs des moyens en fait, finalement, de dénouer de dénouer une espèce de dualité, quoi. Parce que c'est la même personne qui va acheter un produit livré Chine à 5 € pièce, livraison gratuite avec un grand colis, et qui va aller sur Vinted pour acheter des vêtements d'occasion en se disant que ça fait un geste pour l'environnement. Faire du compost. Comment ? Et faire son compost aussi. Et faire son compost, tout à fait. Donc c'est aussi à nous, voilà, franchement, hein, je pense que c'est à nous de donner des outils
des informations permettant à nos clients de le faire. Par exemple, ce qu'on fait depuis quelques temps, c'est de dire on donne on affiche sur, si vous allez sur nos sites, la dépense carbone du mode de livraison. Donc on va dire, voilà, si vous utilisez tel mode de livraison, J+1, J+X, retrait en magasin, eh bien ça représente tant de carbone. Donc ça me paraît quand même important de le dire. Jérôme Fourquet, je vais rebondir sur ce que vient de dire Vincent Gufflet, parce que effectivement, il décrit la dualité. C'est-à-dire qu'il y a une étude Sociovision qu'a fait M6 Publicité il y a quelques jours sur la jeune génération et qui montre quoi? Qu'effectivement, dans les 10 sites de e-commerce les plus fréquentés par la jeune génération, les filles de Luc, il y a Vinted dans les 10 et il y a Shein, effectivement, aussi, c'est-à-dire les deux extrêmes de ce que fait la consommation. Vous les évoquiez, des conditions sociales assez déplorables pour Shein, fabriquée à l'autre bout de la planète, et malgré tout la volonté d'être éco-responsable en étant dans le circuit de la double vie d'un produit, etc. Qu'est-ce qui est le juge-arbitre? Est-ce que c'est la conscience environnementale ou la réalité purement pouvoir d'achat? Alors plusieurs éléments. D'abord, même si on s'intéresse à une seule tranche d'âge, la jeunesse, elle est loin d'être homogène. Oui. Dans ses votes, dans ses aspirations, dans ses pratiques. Donc on dit les jeunes ceci, les jeunes cela, attention. Oui, la génération climat, elle existe. Elle existe, mais il n'y a pas que ça. Hein, mais moi je dis toujours, vous voyez, Jordan Bardella, il n'est pas très âgé. Il n'est pas très génération climat, je pense. Donc il y a une diversité déjà de... On ne sait pas. Il n'a pas manifesté en tout cas. Vous l'interrogerez, mais je pense qu'on n'aura pas trop de surprises. Donc il y a ce point-là. Ensuite, effectivement, cette espèce de schizophrénie ou ce dilemme moral parcourt toute une partie de la population, ce qui est clair. Alors il va être tranché en partie au profit, si je puis dire, du pouvoir d'achat. Ouais. Parce qu'il va s'imposer à nous, mais pas seulement au profit du pouvoir d'achat, il y a aussi la praticité et la question des modes de vie. On voit bien, on est ici à Paris, on a une municipalité qui promeut le modèle de la ville du quart d'heure. Vous savez, vous faites tout à pied ou en vélo en 15 minutes. Voilà. Et il y a non, en voiture, un quart d'heure, vous n'allez pas très loin, dirait Luc Ferry. Mais et vous avez un autre modèle, c'est celui de la livraison en 10 minutes. Et on va voir le résultat des courses dans quelques années. J'ai ma petite idée du modèle qui va s'imposer. C'est-à-dire qu'il y a ces logiques qui sont très profondes, même s'il y a ces forces de rappel sur la prise de conscience environnementale, etc. Mais attention, le diable est dans les détails, dirait l'autre. Il y a une autre étude qui a été publiée récemment qui montrait que parmi les sommes collectées par les vendeuses, parce que c'est souvent des vendeuses, sur Vinted, de revente de vêtements d'occasion, 70% des sommes collectées repartaient dans l'achat de neuf. Et le slogan de Vinted, c'est « optimiser votre dressing ». Et donc au passage, certains ont dit Vinted est la plus grande école de commerce populaire de France. Donc on a transformé des millions de consommatrices en des super vendeuses. Donc il y a à la fois une dimension écolo, on redonne... j'allais dire, ces lettres de noblesse à la seconde main, à la deuxième robe de la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Luc Ferry, mais en même temps, on n'est pas sorti de l'attrait pour le neuf qui demeure aujourd'hui encore très puissant. Si on prend un autre univers qui est celui de la voiture, alors on va passer aux voitures électriques en 2035, mais les constructeurs automobiles, aiguillonnés par la législation, ont fait d'énormes progrès pour réduire les émissions de CO2. Sauf que tous ces efforts sont réduits à zéro par le fait que 40% des véhicules neufs achetés en France sont des SUV. Voilà. Et donc on a en permanence cette dualité qui s'exprime dans le corps social et qui... Mais la logistique, elle répond à quoi dans cette dualité ? À la vitesse, au pouvoir d'achat ou à l'environnement ? Et je repose... Alors, pour rebondir il y a ces pratiques, là aussi... aiguillonnage par le consommateur qui va faire remonter au service après-vente de vos entreprises que le fait qu'il y ait 3 paquets, ça marche pas. Il y a les règles environnementales qui sont édictées par le législateur qui poussent également, mais il y a tout ce qu'on a raconté avant, c'est-à-dire qu'il y a la logique profonde qui fait qu'on est passé à autre chose. Si vous connaissez sans doute ces statistiques, en 1975, 45% du fret marchandises en France passe par le rail. En 95, c'est encore 20%.
et on est tombé à moins de 10%. Alors pourquoi je dis 95 ? 95, c'est l'avant-dernière grande grève sur les retraites, enfin sur le grand conflit social. À l'époque, quand la CGT cheminot se met en grève, Bloque le pays. elle tient encore 20% du trafic marchandises. Là, la dernière fois, sur la réforme des retraites, ils ont enchaîné 55 jours de grève, record battu de 95, sans qu'il y ait de problème logistique majeur, parce que vous êtes là. En fait, aujourd'hui, le trafic se faillit. Alors on peut dire ils ont scié la branche, parce que à force de grève, sans doute qu'un certain nombre de donneurs d'ordre et de chargeurs ont préféré passer à autre chose. On prend un exemple très basique. Il a été beaucoup question sous le précédent quinquennat, le fameux train frigorifique qui remonte de Perpignan jusqu'à Rungis avec les fruits et légumes du sud de la France. Bon, aujourd'hui, l'essentiel du fret qui remonte se fait par camion, parce que le chargeur dit moi j'ai besoin que de 2 demi-palettes, de ceci ou de cela, il faut que ce soit livré à telle heure, et c'est bien plus souple que ne l'était le rail. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur cette dichotomie. Cette économie de l'industrie et de la production, elle était assez lourde, etc. Et aujourd'hui, il y a aussi énormément de demandes de flexibilité. Et le secteur de la logistique, vous êtes au cœur de cette grande machinerie qui a transformé notre pays. On va revenir avec Vincent Gufflet dans un instant sur la problématique justement peut-être de l'éducation du secteur de la logistique à l'environnement aussi. Ça peut aussi marcher dans ce sens-là, évidemment, vers le consommateur. Mais Luc Ferry, je vais rebondir aussi sur ce que disait à l'instant Jérôme Fourquet, peut-être de façon un peu provocatrice, mais ça m'intéresse cette histoire de jeunes générations et de dualité. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la génération climat des beaux quartiers fait travailler sans problème la génération des banlieues sur leur vélo? Et qu'en gros, vous voyez ce que je veux dire, il y a une dichotomie dans la société qui est en train de s'incruster au sein même de notre jeunesse. Oui, elle est aussi diverse que, Jérôme l'a dit très bien, aussi diverse que la catégorie des vieux, si je puis dire, à laquelle j'appartiens maintenant. Mais il faut bien voir que dans cette affaire, par exemple, de seconde chance donnée à des vêtements, par exemple, ou des objets, quels qu'ils soient d'occasion, le but de l'opération n'est pas de faire de la décroissance ou de la protection de l'environnement, c'est de consommer plus, évidemment. C'est l'effet rebond, ce qu'on appelle l'effet rebond. Si je peux revenir juste une seconde sur sur ce qui fait qu'on passe d'une société de production à une société de consommation. Donc, il y a la désindustrialisation de la France. Bon, ça, c'est un thème qu'on connaît bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on transforme nos concitoyens en consommateurs? Alors, dans la pandémie, on a vu en plus se développer considérablement le e-commerce pour des raisons évidentes sur lesquelles je ne reviens pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient consommateur par rapport à des générations de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui ne consommaient pas beaucoup? Donc je disais tout à l'heure que ça supposait la déconstruction des valeurs traditionnelles, que plus on a des valeurs traditionnelles, spirituelles, culturelles, morales fortes, moins, d'une certaine manière, moins on consomme. Et je voulais compléter les chiffres que vous donniez tout à l'heure, parce que l'effondrement des 2 grandes religions est directement lié à la transformation de nos concitoyens, notamment des jeunes, en consommateurs. Les 2 grandes religions, c'est la religion de salut terrestre, qui est le communisme, et la religion de salut céleste, qui est le catholicisme en France. Le christianisme et surtout le catholicisme, puisque c'est l'essentiel. Et je vous donne quand même des chiffres qui expliquent énormément de choses aujourd'hui. Pour moi, c'est peut-être au fond la clé de compréhension du monde actuel qui est la plus importante. En 1950, 95% de nos concitoyens étaient catholiques, étaient baptisés. Baptisés. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait en France 45 000 prêtres, ils sont 5 000 aujourd'hui. Le Parti communiste monte dans les élections jusque parfois 30% dans certaines élections. Il est à 3%, même pas 3% aujourd'hui, encore parce que Roussel est plutôt sympathique et qu'il a parlé de la côte de bœuf. Mais sinon, il sera à 1%. Bon. Et donc, on a l'effondrement des 2 grandes religions de salut terrestre et de salut céleste. Et ça donne en effet une société de consommation. Sirinelli a tout à fait raison. Mon collègue historien à Sciences Po, enfin, il doit être à la retraite comme moi maintenant, mais nous vivions dans une société du bonheur différé, au sens où, pour le communisme, il fallait attendre la révolution pour être heureux enfin et ne plus être exploité. Pour le catholique, il fallait attendre la résurrection de Lazare. Bon, il fallait attendre la mort de la mort et la résurrection pour être
dans la lumière et dans la vérité. Et donc aujourd'hui, avec l'effondrement de ces deux grandes religions, le bonheur, c'est ici et maintenant. D'où le développement de la psychologie positive, des idéologies du bonheur, Christophe André, Frédéric Lenoir, le développement évidemment de la vague verte de l'écologie, ça va avec, parce que le bien-être et la revendication du bien-être dans l'entreprise, elle devient exponentiellement importante. À la limite, l'aménagement des horaires, par exemple, est plus important que la quantité de travail. Et donc, on a là la demande de sens et de responsabilité sociale devient importante dans l'entreprise. Donc, on a là une clé de compréhension du monde qui est extraordinairement importante. C'est l'effondrement de ces religions, parce que c'est non seulement le bonheur différé, mais ces religions, elles proposaient une cause qui était supérieure à la vie individuelle. Au fond, là, on se retrouve chacun avec son nombril, et du coup, avec une exigence exponentielle de bien-être, de bonheur, de santé et d'argent, et donc de consommation. Juste un dernier point, mais ce qui est fascinant, c'est de voir la différence de traitement entre la grippe de Hong Kong en 1968-69 et la pandémie d'aujourd'hui. La grippe de Hong Kong, elle fait quand même 35 000 morts en France, et à l'époque, il n'y a que 50 millions de Français, donc c'est quand même très très important. C'est rapporté à la population de l'époque, c'est quand même 4 ou 5 fois plus que la grippe saisonnière. Et tout le monde s'en fout, zéro confinement. Rien n'est arrêté en France, ni les entreprises, ni la SNCF, ni la RATP, ni les écoles. Là, au début de la pandémie de Covid, on ne pense pas qu'il va y avoir 150 000 morts. Les médecins de télévision nous disent « c'est pas grave, vous inquiétez pas », l'OMS dit la même chose. Néanmoins, on confine tout. Pourquoi ? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé, on a mis la santé et la vie au-dessus de l'argent et de l'économie. Et ça, c'est directement lié à l'effondrement des deux grandes religions. Parce que quand on n'a plus qu'une seule vie, alors elle devient exponentiellement importante. On a tous un nombril, on y tient beaucoup. Et donc, quand il n'y a pas un au-delà, un bonheur différé, comme dit Cirinelli, quand il n'y a pas une vie après la vie, si je puis dire, ou quand il n'y a pas un bonheur qui viendra après, c'est ici et maintenant que ça se joue. Et du coup, développement, psychologie positive, théorie du bonheur, bien-être, consommation, évidemment, et vague verte. Voilà, c'est ça qu'on a... Et coaching, alors c'est le pire pour moi, je suis désolé, mais évitez ça, les chief happiness officers dans l'entreprise, c'est un désastre. Alors, Louis, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, voilà. Et peut-être pour compléter un peu le tableau de ces transformations très, très profondes que le pays a connues, si on prend juste la période des années 80 à nos jours, il y a un secteur que vous connaissez bien aussi, qui est au cœur de cette économie de la consommation, c'est le secteur de la grande distribution. Et donc, on a des champions mondiaux en France. Donc, ils ont expérimenté, j'allais dire, leur martingale ici chez nous. Et donc, dans des travaux qu'on a pu mener, par exemple, sur un groupe comme Intermarché, on n'a pas pris les leaders, on a pris le milieu de tableau. Intermarché, en 1980, il y a 350 magasins. Ils en ont 1850 aujourd'hui. Et entre 80 et 90, ils en ont construit 1 millier. Donc, ils en ont fait sortir de terre 2 par semaine en moyenne. Donc vous qui travaillez dans les entrepôts, qui voyez comment on construit tout ça, vous imaginez la cadence. Et donc là aussi, c'est un acteur de premier plan qui a installé la consommation. La grande distribution est aujourd'hui parmi les premiers annonceurs qui payent les spots de télé à Monsieur Lelay. Vous écoutez toutes les radios périphériques, on a des spots en permanence. Quand vous êtes en province ou en banlieue, toutes vos boîtes aux lettres sont blindées de tracts publicitaires pour la promo de ceci, la semaine du machin, etc., etc. Et donc, tout notre imaginaire, aujourd'hui, tourne autour de cette consommation. Donc, il y a eu la grande distribution traditionnelle. Dans les années 90-2000, le hard discount, qui est en train de reprendre du poil de la bête avec le retour de l'inflation. Et vous avez un acteur comme Action, qui fait du discount non alimentaire. Ils sont aujourd'hui sur le même rythme qu'Intermarché, c'est-à-dire 2 ouvertures par semaine. Et donc là encore, ça transforme nos paysages, nos modes de vie, mais aussi nos imaginaires, nos références culturelles, et ça montre le poids de la consommation, des loisirs dans notre société. Et pour desservir tout ça, il faut une énorme machinerie logistique derrière, avec les plateformes, avec les entrepôts, etc. etc. Vincent Gufflet, bon, c'est évidemment une peinture, moi je trouve comme ça un peu sombre qu'on est en train de faire d'une société qui beaucoup s'épanouissent dans la consommation, beaucoup oui, de gens sont bien très sûr, mais qui est une perte de valeur morale au profit des valeurs de la consumériste. Donc c'est un petit peu
Non, mais on peut. Moi, je retiens de ce qu'on a dit, c'est qu'on perd. Il y a la d'autres religion valeurs ou les qui valeurs apparaissent, mais c'est simplement que la consommation n'est plus stigmatisée, ou quand elle l'est, c'est en apparence comme chez les écologistes. Mais en fait, nos enfants écologistes, ils sont écologistes avec un smartphone dans la poche, et si vous leur piquez leur smartphone, ils meurent. Bon. Oui. Et donc, voilà. Non, je pense qu'il y a d'autres valeurs qui apparaissent, qui sont extrêmement fortes, qui sont très puissantes, notamment les valeurs de l'amour dans la famille, la révolution de l'amour, la famille moderne, tout ça développe des valeurs extraordinairement importantes, mais qui ne sont pas incompatibles avec la consommation. Donc c'est pas, moi je suis pas Finkielkraut, je suis pas en train de vous expliquer que tout va mal et qu'on c'est l'effondrement de l'humanité dans la déréliction américanisée. Non, je pense il faut comprendre la naissance de cet univers de consommation, c'est très important, mais ça veut pas dire que nos enfants soient devenus des immoralistes. D'ailleurs, souvenez-vous, en 68, les gamins qui ont l'âge de nos enfants aujourd'hui, ils étaient maoïstes, c'était quand même bien pire que d'être écolo. Vincent Gufflet. Rebondir après ça. Oui, non, mais par rapport aux valeurs, je disais, environnementales qu'on évoquait, il y a, j'ai en tout cas le sentiment, et vous allez me dire si c'est sincère ou si c'est aussi du greenwashing et de l'affichage, mais lorsque on parle de baromètre de réparabilité, lorsqu'on est sur des notions de deuxième main, au-delà de Vinted et de l'individu, les entreprises aussi, les répar cafés, toutes ces choses qui sont en train d'émerger, est-ce que c'est le signe quand même que le monde de l'entreprise et du commerce est capable aussi d'éduquer et d'accompagner les demandes environnementales de leurs clients? Alors, nous, c'est vrai que c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense parce qu'en fait, si vous voulez, le truc, c'est de percevoir chez au moins une partie de nos consommateurs des éléments, on va dire, d'évolution, de comportement client un peu différent, etc. Et ça, encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand même extrêmement récent. Et c'est aussi partiel. Ok, très bien. Mais à partir du moment où vous avez ce genre d'éléments, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'aider nos consommateurs, nos clients, à résoudre leur paradoxe, en fait, ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Alors, les résoudre, ça peut vouloir dire donner des indications. Dire, par exemple, tel ou tel produit va être plus fiable que tel autre. Alors, maintenant, on dit plus fiabilité, on dit durabilité. Mais c'est la même chose. Quand vous allez choisir dans un magasin un objet, le fait qu'on puisse vous dire, parce qu'on répare tous les produits que vous avez sous les yeux, on sait ceux qui tombent en panne et ceux qui tombent pas en panne, il y a une vraie valeur, en fait, pour le consommateur. Et alors, pourquoi ça résout un paradoxe? Parce qu'en fait, vous pouvez acheter de manière un tout petit peu décomplexée des produits qui, objectivement, vont avoir un impact favorable. Non pas qu'ils ont en eux-mêmes un impact favorable sur la planète, bien sûr, mais simplement leur durée de vie va amener quelque chose de positif. Pas oublier, alors pour se donner un chiffre, et j'en donnerai peut-être qu'un seul ce soir, c'est que dans les études qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est qu'on voit que 85 à 90% de l'impact de notre métier de distributeur de produits électroniques ou culturels vient du produit lui-même. Les émissions de CO2, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Par exemple. Plus que de la distribution, plus que de l'entrepôt, plus que le fait de déplacer le produit d'Asie, etc. C'est le produit lui-même. Donc, avoir un la acte... fabrication du produit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Fabrication et usage. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, avoir un impact sur la planète en tant que Fnac Darty, vous favorisez les comportements vertueux en permettant aux clients d'acheter les produits les plus durables. C'est tout. Et ça, c'est là où je voulais en venir. Ça, c'est quelque chose qui est profitable pour le consommateur et aussi pour nous en tant qu'entreprise. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver des éléments qui permettent de résoudre le paradoxe. Jérôme Fourquet? Oui, je confirme, on voit monter nous aussi dans nos enquêtes une très forte demande pour lutter contre l'obsolescence programmée des produits qui suscite un rejet croissant dans la population. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de la religion du neuf. En revanche, le fait du jetable peut être davantage. C'est-à-dire toute une partie de la population adhère et aspire à ce qu'on ait des produits qui se conservent, qui soient de meilleure qualité. Alors ensuite, il y aura bien évidemment l'arbitrage avec le prix, mais ça fait un moment, et vous voyez bien l'écho qu'ont toutes ces campagnes contre l'obsolescence programmée. Mais qu'est-ce qui agace là-dedans? C'est le fait d'avoir le sentiment de s'être fait avoir, parce qu'on découvre que de toute façon, quoi qu'on fasse... En partie, mais il y a quand même cette prise de conscience environnementale. Luc Ferry parlait de la question du sens aussi, en disant quel sens ça a d'acheter, par exemple, un objet, un outil dont je vais me servir pendant 6 mois ou 1 an, alors qu'avant, il durait peut-être 5 ou 10 ans, que je vais devoir jeter par la suite. Et donc, tout ça n'a pas de sens. Oui. Donc, il y a quand même cette question du sens
qui est en train de s'installer dans une partie de la population. Parce que je voyais qu'effectivement, il y a une étude récente, on a 17 t-shirts dans son dressing, 7, je ne sais pas si vous l'avez vu ce chiffre, 7 dont on ne se sert jamais, mais on va mettre entre 2 et 5 ans à les vendre, notamment sur un site comme Vinted. Donc il y a quand même encore un peu d'effort à faire pour pouvoir devenir un consommateur, on va dire, engagé. Mais je vous voyais faire des mots, des mimiques, Luc Ferry. Je sais que c'est évidemment ce qu'on entend partout quand les écologistes parlent de l'obsolescence programmée en permanence. En même temps, il y a une contradiction majeure, c'est que la logique de l'économie capitaliste est la logique de l'innovation permanente. Donc il est évident que vous preniez l'histoire des voitures, des ordinateurs ou des smartphones. Si vous fabriquez des ordinateurs ou des smartphones, vous savez une chose, si vous êtes le chef d'entreprise de Samsung ou d'Ericsson ou d'iPhone, vous savez une seule chose qui est absolument certaine, c'est que si vous n'innovez pas dans les 6 mois qui viennent, vous êtes mort. Et donc, on est dans une logique d'innovation permanente, c'est-à-dire dans une logique, c'est pas une question de l'obsolescence. Un iPhone 1, 2 ou 3, il peut être encore en état de marche, mais il sert plus à rien parce qu'il peut plus intégrer les applications des récents. Et donc, on peut même plus l'utiliser. Moi, j'ai une 4 chevaux Renault des années 40, mais c'est totalement inutilisable. Elle a des portes suicides. À 80 km/h, on a l'impression d'être dans une cocotte minute qui va exploser. Les essuie-glaces sont 1 cm du pare-brise. Ça n'essuie jamais rien. Et donc, c'est une voiture dans laquelle mon père nous emmenait de Paris à Cannes. On était 6 dedans. Ça nous paraissait très bien à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est totalement, pour le coup, obsolescent, mais pas programmé. C'est juste pas en état de marche, sauf pour m'amuser, évidemment. Mais donc, je pense que la logique du capitalisme, qui est la logique de l'innovation permanente, c'est l'innovation qui tire à la fois la croissance et la consommation. C'est une logique qui, en vérité, est une logique de tentation permanente. Et donc, on dit « Ah, mais je suis contre l'obsolescence programmée », mais si on avait vraiment des objets totalement durables, ce serait très emmerdant, parce qu'on aurait constamment envie d'acheter autre chose et puis on n'aurait pas le droit de le faire. Et donc, je pense qu'il y a une contradiction majeure à l'intérieur même de cette idée de conflit entre l'innovation qui quand même est un progrès en permanence, parce que les objets nous tentent, les objets nouveaux nous tentent parce qu'ils sont meilleurs que les anciens, plus performants ou plus tentants, plus séduisants que les anciens. Et donc, c'est pas simplement que les objets anciens sont bons à mettre à la poubelle, c'est simplement qu'ils sont moins tentants que les nouveaux. Voilà. Et cette logique-là, on n'en sortira pas. D'où l'idée que la vraie écologie, ça consiste pas à avoir des objets durables, ce qui est, encore une fois, ça peut être très embêtant d'avoir des objets durables. Si on devait consommer ce que consommaient nos parents ou nos grands-parents, ce serait l'enfer. Bon. Et donc, l'exemple de la voiture, bon, les ordinateurs, ils en avaient pas. Mais donc, la vraie écologie, c'est le recyclage. Il y a un livre que je vous conseille qui est vraiment génial, d'un chimiste allemand qui s'appelle Braungart et d'un architecte américain, McDonough. Ça s'appelle From Cradle to Cradle. La traduction n'est pas faite en français, c'est le même titre en français, du berceau au berceau. Ça, c'est la vraie écologie, c'est le recyclage. C'est pas de faire des projets, de fabriquer des produits durables. La vraie écologie, c'est le recyclage. Là, on a une marge de progression absolument considérable. Ils ont un slogan que j'aime beaucoup, je m'arrête avec ça. La nature n'a pas de poubelle. Ça paraît con, c'est très intelligent. Si vous réfléchissez à ça, dans la nature, la notion de poubelle n'existe pas. Pas plus que nuisible. Il n'y a pas de nuisible, il n'y a pas de poubelle. Tout est recyclé. Et donc, sur ce point-là, on devrait prendre la nature comme modèle, avec une marge de progression qui permettrait d'avoir une écologie non punitive, mais une écologie qui fait gagner de l'argent. Je connais très bien le monde de l'automobile parce que mon père fabriquait des voitures de course. Sublime d'ailleurs. Dans une voiture, il y a 5 aciers différents. Aujourd'hui, on recycle encore globalement ces aciers. On les mélange tous les 5, ce qui fait qu'au bout de 3 recyclages, on ne peut plus rien faire avec parce que c'est de mauvaise qualité, on ne peut plus faire une carrosserie. Mais il faut que nos produits aujourd'hui soient conçus pour être désassemblés en fin de parcours, de telle sorte qu'on passe de, en gros, 30% de recyclage à 90% de recyclage. Et là, on a une écologie qui est hyper efficace et qui, en plus, n'est pas punitive, mais fait gagner de l'argent aux entreprises. Au lieu de faire de la décroissance, c'est compatible avec la croissance. Donc je pense, alors je ne dis pas qu'il faut fabriquer des objets qui se cassent au bout de 3 jours, c'est pas ça, mais je pense que la vraie solution, c'est le recyclage, c'est pas la lutte contre l'innovation. Vincent Gufflet, c'est vrai que bon, pour un groupe comme Fnac Darty, proposer des nouveaux produits, ça fait partie aussi du modèle, bien entendu, mais il y a cette réflexion justement d'aller vers un cycle de vie un peu plus cohérent, un allongement de la durée de vie. Non, mais encore une fois, le point, c'est toujours la même chose. Hein. C'est à la fois pour nous et pour les gens qui conservent de résoudre des paradoxes.
Donc, par exemple, le paradoxe que vous avez illustré sur le fait de vouloir avoir des produits durables et puis avoir envie de changer tous les ans. Et d'ailleurs, pas à cause de l'obsolescence programmée, parce que je peux vous dire, on est le premier SAV en France depuis très très longtemps et je peux vous donner un scoop, l'obsolescence programmée, ça n'existe pas en réalité. Mais j'ai arrêté de dire ça, parce qu'à chaque fois que je disais ça quand j'étais patron du SAV, on me disait mais c'est n'importe quoi, bon, etc. Donc du coup, je dis plus jamais ça. Mais en vrai, c'est la réalité. Par contre, l'obsolescence, c'est quoi? Vous voulez dire que ça n'existe pas parce que les clients ont déjà changé d'appareil avant qu'ils meurent? Ça veut dire qu'en fait, il y a très très peu d'exemples historiquement de produits qui sont conçus by design, si vous voulez, pour tomber en panne. Au bout d'un certain temps, c'est ça l'obsolescence programmée. Par contre, ce qui existe, c'est l'obsolescence marketing, c'est-à-dire vous avez un produit, ce que vous avez décrit, vous avez un produit, vous voulez changer. Mais vous vous doutez bien que nous, on n'est pas contre l'innovation. Parce que si Fnac ou Darty étaient contre l'innovation, on ne ferait pas de vieux os, si vous voulez. Voilà. Par contre, on considère que tout est une question de degré. Il ne s'agit pas de dire on va faire en sorte d'avoir de vendre des produits des années 40. C'est pas ça. C'est de dire aujourd'hui, la durée de vie d'un iPhone, d'un smartphone, on va dire, c'est 2 ans et demi. À peu près, lui donner une seconde vie après l'avoir réparé si son écran est brisé, c'est peut-être pas complètement idiot, parce que ça permet d'avoir un produit qui finalement n'est pas obsolète technologiquement, pour un prix d'achat pour les clients qui sont pas... c'est quand même pas idiot en ce moment d'avoir ce genre de produit, etc. Un lave-linge aujourd'hui, c'est 7 ans de vie moyenne. Se dire qu'on va amener tout ce beau monde à 8 ans ou 9 ans, peut-être pas complètement idiot. Moi, je peux vous dire, entre les gammes d'il y a 7 ans et les gammes d'il y a 9 ans en lave-linge, c'est un scoop, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Vous voyez ? Donc, encore une fois, c'est une question de degré, mais au bout du bout, le degré, ça fait beaucoup de choses. Vous voyez ? Parce que 1 an, 2 ans de vie de produit moyenne en plus, peut-être pour nous, ça fait un petit peu moins de ventes, mais en tout cas, ça fait du bien. Et dernière chose, si on fait tout ça, c'est parce qu'on a des modèles économiques nous permettant si vous voulez, de le supporter. Parce qu'évidemment, on pourrait se dire, nous, on distribue les produits, donc on achète, on revend. Donc on a tout intérêt à ce que l'innovation soit extrêmement fréquente, que les gens rachètent des produits. Bah oui, mais non, en fait. Et ce qu'on fait, c'est on imagine, comme beaucoup de gens d'ailleurs, des solutions de services, des abonnements, de réparation, par exemple, qui permettent de retrouver une marge de manœuvre économique, tout comme d'ailleurs le font Apple ou Samsung, vous l'avez cité tout à l'heure. Eux, ce qu'ils font, c'est grosse partie de leur stratégie mondiale, c'est le développement des services. Et justement parce qu'ils savent, quelque part, qu'il y a plein de catégories de produits sur lesquelles l'évolution technologique, l'innovation devient marginale, et donc il faut trouver des sources alternatives de revenus. Merci beaucoup. En guise de conclusion, Jérôme Fourquet, on comprend bien que la logistique est au cœur en fait, de nouveaux consommateurs et puis de nouveaux ouvriers. Peut-être un mot pour conclure sur cette population, ce secteur qui est en tension, qui embauche dans les entrepôts très fortement, mais qui ne trouve pas de bras. C'est-à-dire qu'on a une image de l'entrepôt qui est à ce point dégradée qu'elle ne fait pas envie pour aller travailler ? Oui, alors c'est pas le seul secteur, mais ça fait partie des secteurs qui sont en difficulté et en tension de recrutement. Et là, pour le coup, il y a 86 000 postes, je disais. Voilà, il y a peut-être un effet de ciseau, c'est-à-dire que il y a un essor du e-commerce qui a été renforcé par la crise Covid. Et votre secteur, comme d'autres secteurs, on pourrait prendre la restauration, vous voyez ce qui se passe avec les saisonniers pour cet été ou autres, sont des secteurs qui ont vu une partie de leurs actifs quitter les rangs ou des potentiels entrants réfléchir à 2 fois avant d'y aller. Mais on revient sur les discussions qu'on avait tout à l'heure. C'est à d'un niveau, dans des secteurs où il y a des niveaux de rémunération qui sont assez faibles, on retombe sur le slogan 68 heures, ne pas perdre sa vie à la gagner. C'est-à-dire des gens ont eu 1 an et demi pour gamberger chez eux pendant la crise Covid. Et certains ont tiré la conclusion que tout ça ne valait plus la chandelle, que la vraie vie était ailleurs. Et donc aujourd'hui, alors c'est pas on appelle ça la grande démission aux États-Unis. C'est énorme. Là, chez nous, c'est beaucoup moins. Mais on a quand même des phénomènes de ce type. Et votre secteur fait partie, on va se rassurer, comme d'autres, de secteurs où il y a des tensions de recrutement qui sont accentuées par la crise du Covid. Mais ça veut dire effectivement qu'il faut répondre aussi à cette demande
de sens qu'on évoquait tout à l'heure et de travail qui soit valorisé. Et ça fait partie évidemment de ce que vous faites au quotidien dans les entrepôts. Juste un mot, Luc, parce qu'on est déjà en retard. Non, juste un chiffre, il est frappant dans le sens que dit Jérôme. 38 millions d'Américains ont quitté leur job en 2021. C'est quand même très très frappant, justement parce qu'ils avaient le sentiment de perdre leur vie pour la gagner. Et donc ça, c'est quelque chose. C'est moins fort en France, mais l'exode vers les campagnes a été très fort aussi quand même en France. Et donc c'est vrai que cette exigence de sens et de bien-être, voilà, quand on n'a qu'une seule vie, encore une fois, on n'a pas envie de la perdre. Si on en a une autre après, que le bonheur est différé, c'est pas grave. Mais si on n'en a qu'une seule, c'est ici et maintenant. Si on a le sentiment de faire un travail absurde qui n'a pas de sens et qui ne sert à rien ou qui est nuisible pour la société sur le plan écologique, voilà, on va aller à la campagne élever des lapins et des poulets. Et ça devient un mouvement qui est quand même très fort. C'est vrai que, alors, en revanche, cette lumière est effroyable. Mais c'est fini, Luc. Non seulement j'ai l'impression d'être au commissariat, mais en plus c'est dommage parce que dans le noir complet, je ressemble à Brad Pitt. Et donc c'est... Merci Luc Ferry, merci Jérôme Fourquet, merci Vincent Gufflet, merci donc à tous les trois. La soirée se poursuit bien évidemment, vous le savez, vous êtes déjà assis. Je vous souhaite un excellent dîner et des discussions sans doute passionnantes comme à chaque fois. Bonne soirée à vous tous. Merci à vous.